Thierry, l'espace et le temps t'appartiennent maintenant. Donc, évidemment, ça va se faire sous forme de dialogue, mais on va te Oui, laisser démarrer et puis on interviendra chaque fois qu'on aura envie d'intervenir exactement. sur la chronique Exactement. que tu as préparée. Surtout que je vais parler de sujets que vous connaissez très très bien tous. Jean-Jacques, je sais que tu as eu maille à partir avec la minute dont je vais largement parler. D'ailleurs, j'ai vu le nom de Jean-Jacques Crèvecoeur ressortir clignotant quasiment en 2012, par exemple. J'ai vu un petit peu, tu avais été épinglé parce que tu faisais référence à la nouvelle médecine du docteur Hammer, par exemple, et ça, ils n'ont pas aimé du tout. Oui, Ouais, moi j'aimerais bien parler un petit peu de, en tout cas pour la France, de l'échelle d'oppression pyramidale que l'on a en partant du plus haut vers le plus bas. Parce que tout à l'heure, tu as mentionné des petits groupes de pression sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, comme tu as mentionné l'Extracteur, tu pourrais parler de Odd What the Fake avec qui tu as eu maille à partir, toi Jean-Jacques, les Tronchambiers, les choses comme ça. Mais en fait, ces personnes-là ne sont que le dernier petit maillon d'une chaîne, des gens assez idéologisés qui ne comprennent pas toujours l'importance ou les conséquences de ce qu'ils font, qui sont plus souvent des gens en manque de reconnaissance, mais il y a toute une cascade au-dessus. Et donc, je voudrais commencer par le dessus parce que la cascade, moi, que je vois, et pour ça, je me réfère beaucoup aussi, et je voudrais avoir une grande pensée pour deux personnes que j'admire beaucoup, qui sont Sylvie Simon et Claire Sévérac, qui ont fait énormément de recherches, un travail de précurseur, qui ont payé même de leur vie pour ça, et qui ont vraiment essayé d'alerter. Hein. Je me souviens, le livre de Claire, hein, Complot mondial contre les peuples, il est sorti en 2016, je crois, de mémoire. Donc voilà, elle avait quand même déjà 5 ans d'avance et elle décrit exactement les processus. En France, on a un système pyramidal qui démarre tout en haut par la guerre secrète contre les peuples. Ben, merci Tal. Merci Tal, parce que c'est important, je pense, de les saluer. Elle prêche vraiment dans le désert. En France, ce que je vois, moi, le plus haut, j'ai parlé de la Miviludes, mais au-dessus de la Miviludes, parce que je pense que la Miviludes n'est que le petit bras armé d'une institution encore plus puissante qu'on appelle l'Ordre des médecins. L'Ordre des médecins, l'Ordre des médecins, il affirme représenter l'ensemble des médecins. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, l'adhésion est obligatoire. Donc en fait, il ne représente pas de façon volontaire l'ensemble des médecins. Et je sais, parce que je discute en coulisses avec énormément de médecins, qu'il y a énormément de médecins qui sont oppressés par l'Ordre des médecins. Actuellement, c'est une véritable chasse aux sorcières. Et tout ce qui déroge des indications précises de l'Ordre des médecins sont systématiquement stigmatisés. Alors, il y a eu plusieurs manifestations récentes contre ce fameux Ordre des médecins, et en particulier, il y a eu un appel de plus de 26 organisations et associations qui disent « Nous insistons sur le fait que cette institution protège des professionnels de santé corrompus et maltraitants, tout en maltraitant des usagers du système de soins et des professionnels qui tentent de respecter leur éthique professionnelle. » Parce que c'est bien ça. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des professionnels de santé, médecins, généralistes, ainsi de suite, qui sont vraiment investis de manière extrêmement rigoureuse et éthique dans leur travail. Et à côté de ça, il y a effectivement des personnes maltraitantes qui ont des intérêts qui sont clairement affichés et qui ne vont pas dans le sens du soin du patient. Et l'Ordre des médecins protège ces personnes-là. Les personnes qui ont à se plaindre de médecins ont tout intérêt à se tourner vers la justice de droit commun et non vers cet apparat de justice qu'agite l'Ordre des médecins. Nous demandons donc sa dissolution immédiate et appelons l'ensemble des personnels de santé concernés et plus largement la société tout entière à s'emparer de ce sujet, car la santé est une question bien trop sérieuse pour la confier aux seuls médecins. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que je sais que moi, dans mon parcours, plusieurs fois, on a mentionné exercice illégal de la médecine. Medicago, en latin, ça veut dire qui soigne. Donc, il est illégal d'apporter du soin à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, des personnes tracent des traits, des limites de notre exercice et de notre vie, et puis finalement, nous, on les accepte. On dit, ah ben ça, c'est exercice illégal de la médecine. Mais de quel droit? J'ai pas le droit d'apporter du soin. Alors, mais ça s'arrête où, la médecine? C'est-à-dire, si je fais une tisane d'ortie pour ma mémé, est-ce que j'exerce de la médecine? Est-ce qu'un jour, ça deviendra illégal? Et si je vais faire un massage, par exemple, à une personne qui est isolée, seule chez elle, qui n'a pas vu de personne parce qu'elle est en confinement depuis je ne sais pas combien de temps, et que moi, je vais taper à sa porte pour lui proposer un massage, pour moi, c'est du soin. C'est même de la médecine au sens hippocratique du terme. Hein, ce sont des soins de santé. Est-ce que je suis illégal en faisant ça ou pas?
Et actuellement, il est certain que la limite étroite qu'on est en train de dresser, que l'Ordre des médecins est en train de dresser, est en train de nous contraindre tous. Alors, cet appel à dissoudre l'Ordre des médecins, il y a des tas d'organisations qui le portent. On a aussi l'organisation, par exemple, que représente Louis Fouché, de Réinfo Covid, des choses comme ça. On sent que parmi les médecins, il y en a de plus en plus qui disent non, mais nous, l'ordre ne nous représente pas et nous souffrons de cet ordre. Et je pense que s'il doit y avoir une issue à cette crise aussi, ça sera une émancipation et un ralliement de toutes les personnes qui œuvrent sincèrement pour la santé, pour dire nous, ce qui nous intéresse, c'est la santé. On n'a pas d'étiquette, on n'a pas de camp politique, on n'a rien. Tout ce qu'on veut, c'est la santé de tous. C'est-à-dire que on n'est pas. Et moi, je l'ai souvent dit, je ne suis pas anti-vaccin, juste dites-moi ce qu'il y a dedans, permettez-nous de faire un choix éclairé, et puis ensuite, on fait un choix éclairé. Je ne suis pas anti a priori, et d'ailleurs, ça sera intéressant parce qu'on va parler tout à l'heure de ce qu'on appelle les communautés sceptiques, et on se rend compte que ceux qui se présentent comme des sceptiques actuellement sont des conformistes, et ceux qui sont réellement sceptiques, moi, je me définis comme un sceptique, c'est-à-dire qu'on parle de vaccination, je dis OK, mais apportez-moi des informations, je suis sceptique, et on est qualifié de complotiste. Donc, c'est une espèce d'inversion accusatoire permanente qui a lieu. Donc, en haut, on a cet ordre des médecins extrêmement coercitif. Et juste à côté, on a un organisme qui a été créé dans les années 2000 qui s'appelle la Miviludes. Enfin, elle a été créée avec d'autres noms. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte, et je me suis rendu compte autour de cette année, que la Miviludes n'est absolument pas là pour lutter contre les sectes. C'est absolument pas le but de la Miviludes. C'est mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, mais absolument pas. D'ailleurs, tu regardes toutes les voix de presse de la Miviludes actuellement, ils ne te parlent que de santé naturelle et absolument pas de sectes et de groupements sectaires avérés. C'est une police de la pensée. Et c'est une police de la pensée qui est très intéressante. Je renvoie vers un document que je me suis procuré, alors que malheureusement, on ne trouve plus sur Internet, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà consulté. Liberté de conscience en France, un état des lieux troublant. C'est un document qui émane de la Commission européenne, qui a été publié en 2012, et qui est vraiment très intéressant parce qu'il nous parle d'un délit de suggestion psychologique qui a été créé en France. Et c'est très intéressant parce que ce délit de suggestion psychologique, ça veut dire que c'est un délit dans lequel on prendrait l'ascendant sur une personne au niveau psychologique. C'est compliqué de juger ça, parce que dès que je donne un conseil à quelqu'un, je peux être accusé de suggestion psychologique. Je dirais même, je croise mon voisin qui me voit faire du vélo, je me suis acheté un nouveau vélo, et je lui dis, mais mon vélo, il est super parce qu'il a un dérailleur Shimano 15 vitesses, c'est beaucoup mieux que le tien qui est un 14 vitesses, ça peut être qualifié de suggestion psychologique. Ah oui, j'ai donné mon avis, j'ai influencé mon voisin, c'est de la suggestion. Et ce qui est intéressant, c'est que ce délit de suggestion psychologique, il y a eu un précédent dans l'histoire. C'était en Italie en 1930 et ça a été mis en place par Mussolini. Et ça a été retoqué après parce que Mussolini s'inquiétait énormément de la montée du communisme. Donc, ce qu'il voulait, c'était pouvoir enfermer toutes les personnes qui, de près ou de loin, parlaient de l'idéologie communiste en leur interdisant de parler. C'est une véritable police de la pensée qui a été créée. Alors, ça remonte en Italie en 1930 et puis on le voit ressortir en 2001 en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette police de la pensée, Georges Fenech, Georges Fenech, on va en parler parce que Georges Fenech a été une personne très très importante de la Miviludes qui a démissionné de son poste de la Miviludes. Alors, officiellement, parce qu'il avait un poste de député et qu'il ne pouvait pas avoir les deux casquettes, officieusement, parce que la Miviludes venait d'être condamnée pour diffamation, qu'il avait trempé dans une histoire qui s'appelait l'Angola Gate, et que finalement, il valait mieux qu'il sorte de la Miviludes. D'ailleurs, une petite dédicace ce soir, parce que paraît-il, il a sorti un livre qui s'appelle Garou-Gourou en 2020. Alors, moi, je ne suis pas content, parce qu'en 2019, j'avais ce sweatshirt, donc je revendique quand même l'appellation Garou-Gourou. J'aurais dû le déposer, demander des royalties. Et ce Georges Fenech, donc, il dit, c'est en 2010, il dit « Nous avons créé en 2009 une nouvelle police spécialisée sur l'emprise mentale ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis un petit peu comment ça s'est passé, quand tu regardes de 1993 à 2001, donc création de la Miviludes, il y a très très peu d'infractions par rapport aux sectes qui sont relevées. Ça n'existe pas. Il y a la présidente de l'UNADFI. Alors l'UNADFI, c'est une association, mais qui marche main dans la main avec la Miviludes. Et d'ailleurs, c'est très, très marrant parce que je me suis amusé à regarder, parce que l'UNADFI, ils ne sont pas tendres avec nous. Enfin, je ne sais pas toi, Jean-Jacques, je n'ai pas regardé spécifiquement, mais moi, je m'en suis… Attends, on peut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire Union nationale des associations de défense des familles et des individus. Voilà.
Ouais. L'UNADFI a reçu du gouvernement plus de 6 millions de subventions, 6 millions d'euros de subventions entre 2001 et 2011. C'est 600 000 euros par an quand même qui sont reçus. Donc, ce n'est pas anodin, une association qui reçoit de telles subventions. Et pourtant, entre 1993 et 2001, la présidente de l'UNADFI, elle fait ce constat, elle dit ces organisations, donc elle parlait des sectes, parce que quand tu es à la tête d'une organisation qui chasse les sectes, tu vois des sectes partout. Tu sais, c'est un peu comme quand tu veux t'acheter une Twingo, d'un seul coup, sur la route, tu vois que des Twingo. Ben là, c'est pareil. Quand tu es spécialisé dans les sectes, tu vois que des sectes partout. Et elle dit pourtant, ces organisations se gardent bien généralement de franchir la ligne jaune définie par le droit et la loi. Donc, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mais en 2001, on crée cette police de la pensée. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la nouvelle présidente, l'UNADFI, je vais y arriver, en 2007, qui s'appelle Catherine Picard, elle dit un truc énorme. Elle dit, bon, on a un problème majeur quand même. Autre problème majeur, les juges demandent toujours les preuves de ce qui est rapporté et dénoncé. Ah, tu te rends compte, c'est énorme. Les juges, ils demandent des preuves. C'est odieux. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Même en possédant les manuels des dirigeants et les cours dispensés aux adeptes, alors ça aussi, c'est un truc qui est très, très intéressant. C'est-à-dire que moi, les gens qui regardent mes vidéos sont des adeptes. Ceux qui regardent les vidéos de Tal sont des adeptes. Les personnes qui ont reçu ou qui ont adopté certains des conseils dont on pouvait parler librement sont des victimes. C'est-à-dire que quand on parle de suspendre son jugement, ça n'existe pas. C'est jugé a priori. On parle d'adeptes, on parle de victimes, c'est très fortement connoté. Et elle dit, même en possédant les manuels des dirigeants et les cours dispensés aux adeptes, donc moi, si je donne un cours de physiologie où j'explique le fonctionnement du foie, ben j'ai des adeptes. Voilà, j'ai des adeptes qui sont sous ma domination. On a du mal parfois à apporter des preuves de ce que nous dénonçons. Et ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas de preuves et les juges demandent des preuves. C'est pour dire un petit peu le niveau de malveillance qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir… Thierry ? Oui, vas-y. Tu permets que j'intervienne pour abonder dans ton sens, puisque effectivement j'ai eu affaire avec à l'époque ça s'appelait les ADFI, puisqu'il y avait des associations par département, et puis à un moment donné ils ont regroupé tout ça en une union nationale des ADFI, et donc effectivement j'ai eu maille à partie avec la DFI à partir de 95. En 97, il y a eu une commission d'enquête parlementaire en Belgique pour établir la situation des sectes en Belgique. Et ils ont convoqué un certain nombre de spécialistes, de chercheurs universitaires spécialisés entre autres dans l'observation des spiritualités nouvelles. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. À l'époque, on ne parlait pas encore d'observation des sectes, on parlait de spiritualité nouvelle. Et tous les experts qui ont été appelés devant cette commission parlementaire ont tous dit à peu près la même chose. Moi, je me suis tapé la lecture du rapport parlementaire, c'était 450 pages. Et dans ce rapport, finalement, on voyait dans les minutes des entrevues, les universitaires, les chercheurs dire, écoutez, franchement, nous avons suffisamment d'éléments pour lutter contre les aspects dangereux des associations, parce que s'il s'agit d'associations criminelles ou de trafic de drogue ou de trafic d'êtres humains, la loi nous permet déjà de lutter contre cela. Par contre, depuis 20 ans que nous observons, depuis 30 ans que nous observons les mouvements spirituels ou les mouvements alternatifs, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter de ça, et il n'y a aucune raison de créer même une nouvelle législation pour lutter contre les sectes, parce que si les sectes font des choses illégales, on a déjà les instruments judiciaires, et donc il n'y a rien à voir, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Et malgré tout, ils n'ont pas tenu compte de ces avis d'experts. Voilà, je te laisse. C'est ce qui prouve à l'évidence que le but de la Mivilude n'est pas de lutter contre les sectes, parce qu'effectivement, on est parfaitement équipé pour une vraie secte qui exerce de la manipulation mentale et ainsi de suite, il peut y en avoir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Georges Fenech, qui avait été déposé, enfin en tout cas qui avait démissionné de la Mivilude dans des circonstances assez obscures, eh bien, il est en train de revenir à la Mivilude. Et ça, c'est pas un bon signe, parce qu'il est décrit quand même comme faisant partie de la branche dure. Et pour vous donner un petit peu l'état d'esprit, il a, je crois que c'est dans Le Point, récemment, il a dit « Vous allez me dire que je suis un inquisiteur et que je vois des sectes partout. Mais il y a certaines pratiques très en vogue, comme le yoga ou la méditation,
qui peuvent être un point d'entrée terrible. Et pourtant, à l'école, on fait désormais des séances de méditation. On le pratique même à l'Assemblée nationale, ce qui m'inquiète beaucoup. Donc, soyons clairs, c'est le yoga, c'est la méditation, c'est toutes les formes de soins naturels qui sont dans le viseur. La Mivilude n'est pas là pour guetter des sectes, la Mivilude est là pour cibler toutes les méthodes naturelles de soins. Et je dirais même, on va l'étendre rapidement, on va commencer par les méthodes naturelles de soins, après on va passer sur toutes les approches spirituelles un peu marginales qui ne sont pas exactement l'institution religieuse, et même peut-être plus tard, même l'institution religieuse sautera. Parce que ce qui est promu actuellement, c'est un état d'esprit mécaniste, laïque, égalitariste, dans lequel toutes les choses sont égales, tout le temps, pareil, il faut que rien ne dépasse. Et ce qui est intéressant, c'est que, me concernant, ce qu'on voit souvent ressortir, c'est il y a 600 signalements qui sont faits sur lui à la Mivilude. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que c'est des choses aussi qu'on a dit sur vous. On m'a dit un tel chaleur, il a eu tant de signalements, et ainsi de suite. Je vais vous proposer un petit exercice pratique, si vous voulez bien. On va faire un signalement contre moi à la Mivilude pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond un signalement à la Mivilude. Donc, je vais partager mon écran, si vous voulez bien. C'est inédit, là, ce qu'on va faire, hein, quand même. C'est une première. Expérience. Alors, hop, je vais. Tu pourrais me signaler plutôt que toi. Hein, bon, alors, je vais te signaler. Allez. Voilà. Vous me voyez là? Oui. Ok, super. Donc là, je vais sur le site informer la Mivilude d'une dérive sectaire. D'accord? Tout simplement. Bon, j'ai lu et j'accepte. Comme vous, je ne lis jamais les conditions générales d'utilisation, mais je les accepte. Comme ça, on pourra dire que je les ai acceptées. Donc, non. Bon, alors, c'est Titi. Voilà. Prénom. Gros. Gros. Ouais. Adresse. Alors là, attends, on ne va pas mettre à l'écran. Adresse, non. Code postal. Alors, je vais mettre 66. Voilà, comme ça fait sataniste. Ville. Alors, ville, je vais mettre Satanas. Voilà, Satanasland, ça va bien. Le château des adeptes du jus de carotte, c'est très bien. Je mets un téléphone. Hop. Et après, hop, on enlève les adresses mail. De toute façon, on l'a diffusé partout sur Internet, mon adresse, donc peu importe. On met une adresse bidon, on va mettre titi@rgnr.kl. titi.rgnr.kl. Suivant. Il faut mettre arrobase. Ah ouais, j'ai oublié mon arrobase, excusez-moi. C'est pour montrer à quoi correspond un signalement. D'accord? Ah, il ne le veut pas. Alors, attends, je vais mettre un point .fr, comme ça marchera. C'était trop gros. Voilà. OK. Alors, c'est quoi? Alors, je vais mettre enfance et éducation, comme ça fait encore plus peur. Jean-Jacques est un sale gourou. Il est dangereux. Et avec l'orthographe qui va avec, évidemment. Hein, je l'aime pas. Il faut le mettre en prison pour toute la vie de l'univers. Voilà, exactement. Alors, des pièces jointes, je pourrais mettre des photos de Jean-Jacques un petit peu déformées et ainsi de suite. Je clique sur suivant. T'as pas mis son nom de famille? Ouais, non, mais tout le monde le connaît. Attends, Jean-Jacques, il est connu par tout le monde. Il est connu par tout le monde, internationalement. Ce que je vais essayer de montrer avec un petit peu d'humour, c'est qu'un signalement, c'est ça. Quand on dit une personne a reçu 600 signalements, moi, chaque fois, je me marre, je dis, mais écoutez, j'ai des vidéos, hein, sur mes vidéos YouTube, j'ai plus de 120 millions de vues. Sur ces 120 millions, j'ai 600 signalements. Sur ces 600 signalements, c'est intéressant parce que je vais vous dire quelque chose qui va vraiment vous intéresser, c'est que moi, à force d'entendre la Mivilude dire que j'étais un sale gourou de secte, un jour, je leur ai écrit. J'ai pris mon petit clavier. À l'époque, c'était Serge Blisco. J'ai dit, salut Serge, je comprends pas. Moi, je suis tranquille dans mon coin, je parle de jus de carotte. Comment ça se fait que vous parliez de secte à mon égard et donnez-moi le dossier administratif.
Et donc, j'ai reçu, vous voyez, le courrier Premier ministre, voilà. Hein, Ouais. C'est une lettre qui est signée, d'ailleurs, de, hop, si vous le voyez, voilà, Serge Blisco, d'accord. C'est donc du 27 mars 2018. Je lui dis, donnez-moi les éléments que vous avez. Et donc, ce que me dit Serge Blisco, c'est très intéressant. Il me dit, à l'époque, il y a, il y a 305 signalements à l'époque me concernant, et il y a 220 signalements qui sont issus d'une vidéo qui avait été faite par un gars qui s'appelait le Roi des Rats, qui me décrivait comme un malade pédophile et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a 220 personnes qui, suite à cette vidéo qui appelait objectivement, qui disait faites un signalement à la mi-minute contre ce gars-là, une vidéo qui a eu plus de 2 millions de vues, mais malgré ça, il n'y a eu que 220 signalements. Mais un signalement, c'est ça. C'est-à-dire des gens qui vont voir une vidéo sur YouTube, qui vont faire un signalement. C'est ça leur outil de rétorsion. C'est avec ça qu'après, ils vont aller dans les journaux, aller faire la lune de libération en disant cet individu est un dangereux personne qui est surveillée par la Miviludes. Et ça, c'est catastrophique parce qu'ils ne prennent pas la mesure, et c'est irresponsable, ils ne prennent pas la mesure de la violence que ça peut exercer dans la vie de quelqu'un. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en valeur quand même. Moi, par exemple, tu vois, j'ai mes deux parents qui ont 83 et bientôt 84 ans tous les deux. Je ne pense pas que ça les amuse vraiment de voir leur fils faire la une de Libération. Je ne pense pas que ça les amuse de voir des articles de journaux calomnieux dans lesquels on parle de dérives sectaires en longueur de temps. Surtout qu'il n'y en a pas. Alors, il y a donc cette Miviludes, au-dessus l'ordre des médecins, et en dessous, eh bien, il va y avoir les petites mains. Et c'est vrai que les petites mains, c'est ceux qu'on voit le plus, c'est ceux qui font le plus de bruit. On a eu beaucoup maille à partir avec eux. Ils se sont définis au sein d'une idéologie très intéressante qui s'appelle la zététique. Hein, vous en avez entendu parler, des zététiciens. Au début, je croyais que c'était une blague, tellement le nom il est bizarre. Je me disais, ça fait pas très, très sérieux. Mais ces personnes-là, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que la zététique est une idéologie de l'esprit critique, qui est présentée comme l'idéologie de l'esprit critique dans lequel ils pensent finalement appliquer la méthode scientifique et appliquer cette méthode scientifique à toute chose pour la qualifier. Le bien, c'est la méthode scientifique, le mal, c'est ce qui ne l'est pas. Et c'est intéressant parce que je ne voudrais pas faire un parallèle trop facile, mais pour avoir fréquenté énormément de cercles, différents cercles, y compris des actes spirituels, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était assez fréquent, c'est-à-dire donner du pouvoir ou une sensation de pouvoir à des personnes qui n'en avaient pas, qui sont, entre guillemets, comme nous le sommes tous, mais des insignifiants de ce monde, des gens qui n'ont pas un rôle politique, un rôle médiatique, quoi que ce soit. On leur donne un pouvoir, on leur donne le pouvoir d'exercer cette nouvelle idéologie, et à ce moment-là, créer un sens dans leur vie, et ça leur permet de se réaliser au travers de ça. Et la zététique, c'est ça, parce que la zététique, c'est une simplification outrancière de la méthode scientifique, mais qui te donne l'impression d'avoir compris quelque chose, qui te donne l'impression d'être intelligent, et de pouvoir qualifier le monde autour de toi entre le bien et le mal. Alors, j'ai noté quelques remarques par rapport à cette méthode. Il simplifie tellement la méthode scientifique que ce n'est plus de la science. Si on n'est pas d'accord avec eux, c'est qu'on n'est pas d'accord avec la science, parce que la science, c'est eux. Ce sont des crédules qui prétendent être sceptiques et qui s'en prennent à des sceptiques qu'ils font passer pour des complotistes. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vas voir, parce que finalement, quand ils dénoncent les excès, ils dénoncent les excès des anti-OGM, ils dénoncent les excès des anti-vaccins et choses comme ça. Ils ne dénoncent pas les excès des firmes productrices d'OGM. Ils ne s'attaquent pas à des gros poissons. On s'attaque toujours à des petits poissons. C'est-à-dire, s'attaquer à moi, à Jean-Jacques, à Chloé ou à Tal, c'est pas risqué. Je veux dire, on n'a pas des batteries d'avocats. On dit oui, Casasnovas, il va nous écraser avec ses avocats. Il faut arrêter le délire, quoi. Attaquez-vous à ESSO, attaquez-vous à des gros producteurs de vaccins, attaquez-vous à Bayer et des choses comme ça. Là, on va rigoler. Là, vous allez avoir des centaines d'avocats spécialisés avec des budgets monstrueux. Mais non, on s'attaque aux petits poissons d'une certaine manière. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la science est prise en otage par des idéologues qui prétendent la représenter. Et quand tu parles avec des scientifiques, d'ailleurs, j'ai discuté avec pas mal de scientifiques qui te disent, mais ces gens-là, c'est le niveau zéro de la science. Alors, certains d'entre eux sont financés par le service public.
On le sait, par exemple, pour la personne qui a vraiment embêté Jean-Jacques, par exemple, qui est financé par le service public, qui travaille pour le service public. Il y en a d'autres qui ont été récupérés par le service public aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé à regarder certaines de leurs émissions. Ces gens qui prétendent être dans l'esprit critique, en fait, sont gouvernés d'abord et avant tout par l'émotionnel, comme bon nombre d'entre nous. Et cette suspension de l'esprit critique, elle n'a pas lieu. Alors, je donne des exemples. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle La Tronche en Biais, par exemple, qui ont fait une émission hier soir sur moi. Et par exemple, argument, je supporte pas sa voix, elle m'insupporte. Non mais mec, c'est pas un argument scientifique, ça. Je veux dire, ma voix, elle est comme ma voix, moi je ne qualifie pas la tienne, et ainsi de suite. Donc, tu vois, le genre d'argument qui est utilisé, et ça pour moi, mais tu oublies, c'est pas un débat. Hein. D'ailleurs, je terminerai avec ça, parce que finalement, on se rend compte que tout ce qui nous concerne les uns et les autres, c'est jamais le message qui a été attaqué, c'est le messager. Alors, ma voix ne plaît pas, ma façon de fonctionner au niveau économique ne plaît pas, voilà, tout ça, ça plaît pas. On va le qualifier, mais jamais le message n'est qualifié. Alors, on a parlé, vous avez mentionné un gars qui s'appelle l'extracteur, Clément Bastille. Donc, pareil, un gars d'un seul coup qui est promu par les médias de façon assez amusante parce que c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à dire, sinon à découper des vidéos finalement pour essayer de nous faire passer pour le plus parfait des salauds. Donc, qui est vraiment dans une démarche de destruction de l'image médiatique et qui pourtant est promu de façon massive. Il y en a d'autres, c'est marrant parce que je vais citer des exemples pour montrer quand même ce qu'on vit au quotidien, par exemple, et surtout de la part de personnes qui n'existaient pas. Il y a par exemple un gars qui est dans mon coin, qui s'appelle, son nom, je peux le donner, il s'appelle Arnaud Lepard. C'est un gars, il est boulanger, et il s'est mis à faire de la chasse aux gourous, parce que tu comprends, d'un seul coup, tu as une mission. Ta mission, c'est de chasser les gourous, les charlatans. Donc, tu vas te mettre à harceler quelqu'un et tu commences à prendre une responsabilité là-dedans. Ben, le mec, par exemple, il tourne autour de chez nous et il fouille nos poubelles, il regarde tout ce qui se passe autour de chez nous pour essayer ensuite d'en relater, de dire regardez ce qu'il consomme, regardez ce qu'il fait. C'est ça. Tout ça, c'est pas grand-chose, mais c'est du harcèlement quotidien. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui s'appelait « Le crime le plus long de l'histoire ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo. Elle est très rigolote parce qu'on voit un gars qui est poursuivi par un autre homme qui lui donne des coups de petite cuillère sur la peau. Un coup de petite cuillère, c'est rien du tout. Mais quand tu as des milliards de coups de petite cuillère et que tous les jours, tu as quelqu'un qui te suit et qui te donne un petit coup de petite cuillère, comme ça, mais tu peux arriver à en mourir. Et c'est ça le harcèlement. Le harcèlement, c'est des tas de petits éléments qui, pris individuellement, ne sont pas grand-chose. Un petit article par là, une personne qui dit « Tiens, regarde, tu vois, moi me concernant, regardez, je l'ai vu passer au Lidl, il a acheté de la viande au Lidl. » Ouais, alors là, c'est un salaud, il dit pas ce qu'il fait, et ainsi de suite. Bon, j'avais une chienne, j'ai acheté de la viande pour elle, tu vois. Mais, tu vois, toutes ces petites choses qui, minutes tabou, ne sont pas grand-chose. Tu dis, oui, mais il faut laisser filer, Thierry. Mais au final, tout ça, ça crée du harcèlement. Et ça amène vraiment une dégradation de la qualité de vie qui est massive. Alors, ces derniers étages-là, finalement, de la pyramide, ce sont ceux qu'on voit le plus. Parce qu'effectivement, l'ami Vilude, l'ordre des médecins, ils vont peu au combat. C'est horde, littéralement, de personnes qui croient avoir compris une méthode et qui, d'une certaine manière, sont idéologisées. Et l'idéologie, c'est l'exact inverse de la science. Ils ont un truc en commun, la plupart du temps, c'est le discours du repenti. Et ça, c'est marrant parce que j'avais vu ça aussi dans certaines églises chrétiennes que j'avais fréquentées. Ce qu'on adore, c'est le mec qui était de l'autre camp avant, qui un jour a rencontré la vérité et bascule et devient le plus zélé des anti ce qu'il était avant. Tu vois, l'exemple, c'est le mec, c'était un caïd de la drogue, et puis d'un seul coup, il rencontre Dieu, tu vois, et il se convertit. Ça, c'est les histoires qu'on adore. Mais chez les zététiciens, il y a exactement les mêmes histoires. C'est très marrant. Tu prends Clément Bastille, par exemple, le fameux extracteur, qui était mais baigné dans la théorie du complot. Il faisait des dessins pour Dieudo et pour Soral. Il était complotiste à l'extrême. Et puis un jour, il s'est réveillé. Il a compris. Et ça devient le plus zélé des anti-complotistes. Presque, tu sais, c'est un peu comme on racontait cette histoire des personnes qui immigraient en France, des personnes qui venaient d'Algérie ou de Tunisie et qui finalement se sentaient forcés d'être plus français encore que les Français, qui interdisaient à leurs enfants de parler la langue natale parce qu'ils voulaient tellement s'intégrer dans le nouveau groupe, mais qu'ils s'imposaient une coercition maximale. Ben là, c'est exactement pareil. Et il y en a d'autres, parce que j'ai relevé, par exemple, il y en a un, je l'aime bien, lui. Il avait essayé de me contacter. À un moment, on avait échangé. Il s'appelle Mr. Sam. C'est pas le plus méchant des zététiciens, en fait, je crois pas. Mais il raconte un truc intéressant. Il dit, moi, je crois que nous naissons tous complotistes, croyants et rêveurs. Donc, tu vois, complotiste, croyant et rêveur, c'est la même chose. Tu vois, t'as pas le droit d'être rêveur, tu deviens complotiste. Je l'ai été jusqu'à mes 33 ans, jusqu'à ce que j'apprenne la méthode.
mais je suis incapable de prouver que mon cerveau n'est pas malade. Il a appris la méthode. Et qu'est-ce que c'est la méthode? La méthode, c'est vérifier si c'est faux au lieu de vérifier si c'est vrai. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, cette méthode, parce que finalement, il n'y a plus jamais de vérité. Il n'y a que des choses qui sont en instance d'être prouvées qu'elles sont fausses. Et ça donne tous les débunkages auxquels on a été confronté. Alors, ça permet de se sentir important, d'exister. Voilà, ça permet de se donner une existence. Ces personnes-là sont instrumentalisées, mais elles sont instrumentalisées par la Miviludes, qui est instrumentalisée elle-même par l'ordre des médecins pour mener une guerre systématique contre les santé naturelles. Et c'est vrai que moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de dire, vous savez, là, actuellement, des gens comme Tal, comme Sylvano, comme Chloé, comme moi, comme Emma, comme pas mal d'entre nous qui ouvrons notre figure, on est largement ciblés. Et malheureusement, je dois le déplorer, j'ai vu cette année dans les milieux de la santé naturelle une certaine forme de silence. J'ai pas vu beaucoup de solidarité. Un peu comme s'il y en avait qui se disaient, nous, on va passer sous le radar et puis on va pas se faire remarquer. Mais moi, j'ai un message à vous faire passer, les prochains, c'est vous. C'est-à-dire, une fois qu'ils auront dézingué les têtes d'affiche, les suivants, ça sera vous, parce que c'est systématique. Hein. Et moi, je le vois, par exemple, beaucoup de gens autour de moi qui sont des professionnels de santé, qui avaient un lien avec moi, qui avaient été formés en tant que coach, des choses comme ça, ils ont été lourdement embêtés par l'ordre, alors l'ordre des pharmaciens, des kinés et ainsi de suite, ils ont été lourdement embêtés. Et c'est une guerre systématique. Un système totalitaire ne supporte aucune alternative. On est dans une approche totalitariste. Et au final, qu'est-ce que je remarque, moi, de cette année? Qu'est-ce que je retiens? C'est que depuis un an, me concernant, mais vous concernant aussi, parce que je lis aussi la presse vous concernant, parce que ça m'amuse, tu vois, ça me rassure de temps en temps. Je me dis, il n'y a pas que moi qui en prend plein la figure, tu vois. On se sent moins seul d'une certaine manière, puis on se sent en compassion. On ne parle que des personnes. On ne parle jamais du message. C'est ça. On ne parle jamais du message. On ne parle que des personnes. On vient chercher des détails congrus de leur vie, on les tire à l'extrême. On fait, tu vois, par exemple, on a fait de moi quelqu'un qui était d'extrême droite, misogyne, homophobe, enfin, à peu près tous les clichés du mec salaud, insupportable, hein, en tirant des éléments congrus de ma vie et puis en faisant quelque chose d'énorme. Mais il n'y a personne qui vient discuter. Et je dirais que souvent, ce qui m'est rétorqué, c'est de me dire, et ça, je parle aussi certainement pour vous, on me dit, mais Thierry, c'est pas grave, t'as qu'à pas lire les articles de journaux. Mais ça a des répercussions dans nos vies. C'est pas simplement de la blague. Ça a des répercussions dans nos vies. Moi, cette année, par exemple, j'ai perdu le droit de m'occuper de mon fils. J'ai perdu le droit d'être le père de mon fils à cause de tous ces articles de journaux. Et c'est pas anodin tout ça. Ça a vraiment des répercussions très, très lourdes. Ce qui est amusant d'ailleurs, de voir que il faut que ça explose pour moi. Et ça va exploser. Tout ça, ça va exploser. Et c'est pour ça qu'ils attaquent si fort au niveau médiatique actuellement. Ils attaquent très, 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 très fort. Faire la une de Libération, par exemple, avec un gars comme moi qui juste fait des vidéos sur YouTube, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il y a des catastrophes qui sont en train de se jouer dans le monde. C'est une honte par rapport à tous les gens qui souffrent réellement, par rapport à tous les grands problèmes de la planète. Ça n'a aucun sens. Et pour montrer un petit peu le niveau de malveillance, vous avez certainement entendu parler d'une histoire qui est assez intéressante. Et là, ce soir, j'aimerais bien vous faire une petite révélation, parce que j'en ai pas trop parlé. Il se trouve qu'on s'était croisés d'ailleurs, Chloé, quand j'avais enregistré l'émission à France Soir. Voilà. Il y a une émission sur France 5 qui est passée qui s'appelait La Fabrique du mensonge. Donc tu te dis, les mecs, La Fabrique du mensonge, les mecs, ils sont vertus, tu vois, drapés de la vérité. Tu te dis, ça va avoir un certain niveau. Et donc, dans cette émission, la Fabrique du mensonge, il faisait témoigner une jeune fille que je ne connaissais pas, qui s'appelait Constance. Et effectivement, qui faisait un témoignage très, très à charge. Moi, le soir même, j'ai vu l'émission. D'ailleurs. Oui, Jean-Jacques. Regarde. Ah, intéressant. Donc, je savais que tu allais en parler, donc j'avais gardé la remarque de Patrick à propos de cette jeune fille. Donc, vas-y, continue. À propos de cette jeune fille, c'est très, très intéressant parce qu'effectivement, on se demande où est la malveillance. Parce que cette jeune fille, effectivement, elle a fait un témoignage à la télévision qui était lourdement à charge contre moi. Puis, tel que c'était monté, on voyait qu'elle avait failli perdre la vie, elle avait perdu son couple, elle avait perdu son argent. Enfin, franchement, même moi, tu vois, j'écoute ça, je me dis, merde, putain, si je suis responsable de ça, c'est chaud quand même, tu vois. Puis bon, moi, je la connaissais pas, je me dis, c'est quand même embêtant de dire que je suis responsable de ça alors qu'on ne s'est jamais parlé, qu'on ne s'est jamais contacté, c'est quand même fort de café. Il se trouve que le lendemain matin, une de mes salariées a 2 amis qui la contactent et qui lui disent « Mais nous, on ne comprend pas parce qu'on la connaît, cette Constance, et son histoire, elle n'a rien à voir
avec ce qui a été raconté à la télé. Et moi, je dis, tiens, voilà. Et donc, elle lui dit, mais est-ce qu'elle peut vous contacter? Est-ce qu'elle veut nous contacter? Oui, moi, je ne voulais pas la contacter. Parce que je dis, si je la contacte, il va encore me sortir que le gourou a voulu influencer quelqu'un. Je dis, moi, je ne la contacte pas, mais si elle veut nous contacter. Et finalement, elle nous contacte et on lui dit, bah, écoute, si toi, tu estimes que tu t'es fait lourder par la télévision, eh ben, écoute, nous, on doit aller à France ce soir demain. Viens témoigner à France Soir. Comme ça, en plus, on ne dira pas que c'est moi qui est bon. Voilà. Bon, il se trouve qu'entre-temps, elle est allée à France Soir et puis moi, j'ai eu le pif d'enregistrer aussi une vidéo juste avec elle, une vidéo dans laquelle, non coupée, dans laquelle elle raconte tout son parcours. Et ce qui est vraiment très intéressant là-dedans, c'est que dans cette vidéo, elle explique comment elle s'est fait complètement manipuler par le service public, qui a abusé de sa faiblesse, qui l'a violentée psychologiquement à un point qu'on ne peut pas imaginer. Écho dans la presse, zéro. Personne n'en a parlé dans la presse. Ils tiennent tout, ils tiennent absolument tout. C'est-à-dire que pour moi, ça a vraiment été la révélation que le terrain médiatique, il est actuellement complètement verrouillé. On l'a vu, l'info en question, qu'est-ce qu'on dit de mal? Est-ce qu'on appelle à l'insurrection? Rien du tout. Les 3 chaînes YouTube qui sautent. C'est un déni de parole. C'est juste impossible actuellement de faire notre travail, ou en tout cas, c'est très, très difficile. Et c'est très marrant parce que quand cette Constance a témoigné, ce que j'ai entendu comme argumentaire, c'est de dire « Non, mais là, c'est très, très grave ce qui se passe, parce qu'en fait, le gourou Casasnovas est allé lui mettre la pression pour l'orienter. Donc, quand un journaliste lui fait dire quelque chose, elle dit la vérité, et quand Thierry Casasnovas recueille son témoignage sans aucune coupure, à ce moment-là, il l'influence. Tu sais, il y a un proverbe qui dit quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et actuellement, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un monde médiatique qui renvoie une image. Et cette image, elle est de plus en plus violente parce que la réalité leur donne tort à tous les niveaux. Moi, je discute avec des aides-soignants dans les hôpitaux, ils me disent la situation réelle n'a rien à voir avec l'espèce de catastrophe sanitaire qu'on nous décrit. Tout ça, c'est totalement organisé. On nous décrit la situation. Et comme la réalité est de plus en plus objective et qu'elle ne colle pas au discours officiel, eh bien, les médias exercent une violence inouïe pour essayer encore de faire coller l'imaginaire des gens à tout ça. Et c'est vraiment la situation hallucinante dans laquelle on se retrouve. Donc, moi, ce que j'avais aussi, je vous remercie de m'avoir accueilli dans cette info en question, j'avais envie ce soir de faire une grande déclaration solennelle. Parce qu'effectivement, ça va faire maintenant 10 ans que je fais des vidéos. Ma chaîne YouTube est sur le point de sauter. Si elle n'a pas sauté ce soir grâce aux copains de l'info en question, je vous remercie pour mes 47 ans, je suis très touché. Le niveau de harcèlement… On avait appelé YouTube avant, tu vois, en disant Thierry viendra avec nous ce soir, tu vois. Donc, c'est pour ça. On m'avait dit que tu étais un gourou. On m'avait dit que tu étais un gourou, Jean-Jacques. J'aurais dû me méfier. Et toi aussi, Tal. Toi, ça fait 50 ans que tu es là. Mais le niveau de harcèlement a atteint des sommets pour moi, que ce soit sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan concret, avec du harcèlement au quotidien, des gens qui maintiennent une pression. Comme je vous le disais, moi, à cause de tout ce harcèlement médiatique, moi, j'ai perdu le droit d'être le père de mon fils. Donc, ça devient vraiment grave et sérieux. Et c'est pourquoi j'ai décidé, alors, pour protéger mes proches, pour me protéger moi aussi, pour pouvoir m'occuper aussi de ce qui est important pour moi, c'est-à-dire, par exemple, de récupérer le droit d'être le père de mon fils, j'ai décidé aussi, comme une façon de manifester la violence qui nous exerçait à tous, d'arrêter, de me retirer complètement de la vie publique, d'arrêter de faire des vidéos, j'arrête complètement, je disparais. L'idée, c'est aussi de dire, jusqu'à présent, vous avez réussi à détruire le messager. Et je peux en témoigner, mon état psychologique a été fortement altéré par la violence de ce que j'ai subi cette année. Maintenant, le messager, il disparaît. Moi, j'arrête. J'arrête complètement de faire ce que je veux, ce que je faisais. Par contre, maintenant, il va falloir que vous attaquiez au message. Et ça va être drôlement plus compliqué. Je vais vous lire un petit message que j'ai lu et que j'ai reçu et qui m'a beaucoup touché, de quelqu'un avec qui j'échange régulièrement, qui suit mes vidéos depuis longtemps. Attendez. Voilà, explique aux gens que s'ils ont tout fait pour tuer le messager, toi, ils n'auront pas réussi à détruire le message. Au contraire, si le messager disparaît, il ne restera que le message et ça va être une autre paire de manches pour le discréditer. Nous sommes plus de 500 000 pour porter ce message. 500 000, c'est référence. Je pense qu'il y en a beaucoup plus parce qu'il y a tous les gens, voilà. Vous êtes plus d'un demi-million officiellement à détenir ce message. Vous êtes plus d'un demi-million à pouvoir le propager. Là où on n'était qu'une poignée,
hein, les Tal Chaleur, les Irène Grosjean, les Thierry Casanova, les Jean-Jacques Crèvecoeur, les Chloé et ainsi de suite, là où on n'était qu'une poignée. Et je pense qu'actuellement, si on veut faire quelque chose pour nous, c'est bien joli de mettre un like sur Facebook, c'est bien sympa. C'est sympa, ça nous fait du bien, mais c'est aussi la mesure de notre impuissance. Il y a un moment où il faut se mouiller un peu plus. C'est-à-dire que tout le monde peut être un porteur de ces informations. Le travail de synthèse, de recherche que fait Jean-Jacques, hein, qui bosse comme un fou, le travail de synthèse que fait Tal, le travail de synthèse que fait Chloé, hein, de relire des articles, de les compiler, d'apporter l'information, on peut tous le faire. On peut tous avoir des canaux de distribution. Et si on est 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, on n'est plus attaquable. Actuellement, on est quelques têtes en haut, donc on en prend plein la figure. Le message qu'écrivait cet ami, il me disait, pour prendre une analogie, elle ne me plaît pas, il m'écrit, mais j'en vois pas d'autre pour illustrer ma pensée. Tu représentes pour l'ami Vilude une forme de cancer qu'il voulait absolument détruire par tous les moyens. Et comme ils viennent du monde scientiste, ils n'ont pas cherché à comprendre le pourquoi de ce cancer. Hein. La cause, et puis la cause des causes. Comme tout bon allopathe bien formaté, ils ont sorti l'artillerie lourde et à coups de pied, de couteaux médiatico-politiques dans nos libertés, nos individualités, ils ont voulu t'exploser, toi, le cancer, leur cauchemar, leur peur. Le problème, tu sais ce qui se passe quand on explose un cancer, il se métastase et il devient incontrôlable. Il flambe, il s'étend, il devient plus fort. Hein. La clique des zététiciens et la Vilude va passer du rire aux larmes. Là où ces clowns n'avaient que toi pour passer leur temps à se défouler, ils vont se retrouver avec des dizaines, des centaines, des milliers de gens, des cellules, des anonymes, monsieur et madame tout le monde à museler, là où vous étiez qu'une poignée et bien identifiée. Ce qui est virtuellement impossible à réaliser dans le peu de temps de démocratie qui nous reste, c'est de museler des millions de personnes. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important à retenir. Alors, vous, je sais que vous restez, moi, je me retire. Je me retire parce que j'ai envie de protéger mes proches, parce que nos conditions de vie sont devenues insupportables, parce que j'ai des challenges personnels qui me demandent de prendre soin de moi, parce que j'estime aussi que, comme je le disais au début, pendant 10 ans, j'ai fait mon travail, et je crois que je l'ai fait avec tout mon cœur, sincèrement, j'y ai mis beaucoup du mien. J'ai travaillé vraiment sans relâche pour apporter des informations pour que les gens puissent s'autonomiser en termes de santé. Maintenant, on est sous les bombes. Maintenant, c'est plus le temps de se préparer, c'est le temps de résister, de tenir coûte que coûte. Il y aura un temps qui va venir après. Je suis certain qu'il va y avoir un temps où les bombes vont s'arrêter, où le vivant va être là, remis en place. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile de faire notre activité. Mais actuellement, c'est particulièrement difficile. Moi, j'ai vécu une année infernale. J'ai vécu une année aussi remplie de joie. J'ai toujours pareil, dans l'adversité, on a aussi les liens qui se rapprochent. Et je peux dire que Jean-Jacques, comme Chloé, comme Tal, sont des personnes avec qui j'ai pu recevoir du soutien. Et c'est du soutien qui vaut le coup, parce que c'est du soutien dans la difficulté, dans l'altérité. C'est-à-dire que actuellement, inviter Thierry Casanova comme inviter Jean-Jacques dans sa vidéo, mais c'est prendre un risque énorme. Hein. Et il y a quelques personnes qui ont osé m'inviter. Il y a des personnes qui ne se sont pas défilées. Moi, au niveau personnel, tout n'est pas catastrophique. Hein. J'ai des proches, j'ai ma compagne qui me soutient. Je crois que j'ai jamais reçu autant d'amour de ma vie. Ça, c'est certain. Mais il n'empêche que nos conditions de travail deviennent absolument détestables. Et il faut que les gens fassent quelque chose. Il faut qu'ils arrêtent simplement de liker sur Facebook. Il faut qu'ils se mouillent. Il faut qu'ils aillent vraiment porter l'information. Et moi, c'est pour ça que maintenant, je me retire. Je vais faire une dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, si ma chaîne YouTube existe encore. Et si elle n'existe plus, ben, ça sera ma façon de dire au revoir. Je tiens à préciser quand même que l'équipe Régénère va continuer, mais moi, je me retire, je disparais. L'équipe Régénère va continuer. Donc, ceux qui sont abonnés à la newsletter, l'équipe Régénère va continuer à vous envoyer de l'information à sa façon, mais moi, j'arrête d'être le devant. J'en ai marre d'en prendre plein la figure. Il y a un lien Telegram aussi, on va faire un fil Telegram, les gens peuvent s'abonner, ils recevront des informations de santé factuelles. J'ai formé suffisamment de personnes pour que l'information puisse continuer à circuler, mais moi, je me retire, je veux me protéger et je le fais sans aucune honte et je le dirais même maintenant que j'ai pris cette décision dans une certaine forme de paix. Je tiens vraiment à saluer avec beaucoup d'émotion. On parlait de Claire Sévérac, on parlait de Sylvie Simon. Je tiens à saluer toutes les personnes qui sont présentes dans cette info en question, parce que cette info en question, c'est un véritable challenge. Je salue aussi Sylvano Trotta, qui a lui aussi un courage et une endurance sans limite. Je salue tous les gens qui se battent pour la liberté de choix, la liberté de penser. Il ne s'agit pas d'être tous d'accord les uns avec les autres, il s'agit d'avoir le droit d'exprimer nos positions tant qu'elles
tant qu'elles ne viennent pas violenter les autres, tant qu'elles ne viennent pas empêcher les autres d'exister. Et c'est ce que nous faisons tous. Nous parlons de santé, nous parlons de liberté, nous parlons de choix éclairés. Donc, je vous salue tous. Moi, je prends mes distances. Ça n'empêche qu'on pourra se voir dans le privé. J'espère qu'on restera toujours amis les uns avec les autres. Mais voilà, pour ma part, je me retire et je le fais très, très sereinement. J'invite vraiment toutes les personnes à continuer à suivre la newsletter, le flux Telegram. Et voilà. Mais c'est aussi la conséquence de la violence. C'est-à-dire que moi, si ma chaîne saute, c'est comme la chaîne de Tal qui a sauté et choses comme ça. J'ai envie de dire, mais boycottez YouTube, quoi. Laissez tomber YouTube. YouTube ne permet plus que les personnes pour qui vous avez de l'estime puissent s'exprimer. Donc, arrêtez ces canaux-là. Arrêtez-les. Je veux dire, c'est Coluche qui disait, il suffirait qu'on arrête de leur acheter des choses et puis ils s'écrouleraient. Mais c'est vraiment ça, quoi. Si vous voulez plus de la bouffe dégueulasse de supermarché, arrêtez d'aller dans les supermarchés et vous verrez que le système, il va être obligé d'évoluer. Là, c'est pareil. Je pense qu'il faut, un moment, être dans la cohérence par rapport à nos actions. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire.